Est-ce que tout le monde est bien installé? Bon. Je sais pas si... On peut, c'est bon? Ok. Bon, on va commencer. Du coup, bienvenue pour cette table ronde donc, intitulée « Quels enjeux pour la boucle hyperlocale ?» Bon, concrètement, on va parler cyclologistique. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir donc, 4 intervenants calés sur la question. Donc, Stéphane Demag, donc, vous êtes directeur d'Agile en Ville. Agile en Ville, un service qui effectue des livraisons à vélo cargo à Marseille. Vous venez d'inaugurer votre premier centre cyclologistique à Marseille, dans le 10e arrondissement. On en parlera. Hervé Pernaut, directeur du développement de Veolia, plus précisément au pôle recyclage et valorisation des déchets. Maxime Ducoulombier, cofondateur de Synchronicity, collectif marseillais bien connu maintenant dans le paysage. Et vous organisez des collectes de déchets, ou plutôt de gisements, dans le centre-ville. Pareil, on en parlera. Et enfin, Amaury Guinard, cofondateur de Sofub et porteur du programme Colis Active, dont vous nous exposerez le principe.
Voilà, donc bon, je vais m'installer avec vous. Peut-être pour commencer, la base, c'est de définir ce qu'est la cyclo-logistique. Peut-être que pas tout le monde dans la salle connaît ce terme, donc je me tourne vers vous, Stéphane Demag. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la cyclo-logistique? Alors, pour illustrer, effectivement, je pense qu'on a un public qui va être varié. L'idée, en quelques images qu'on va vous projeter, c'est de quitter cette image qu'on peut avoir de la livraison à vélo égale un gars sur un vélo avec un gros sac dans le dos qui va livrer un burger à 22 heures. Donc, il faut vraiment quitter ça. La cyclo-logistique, aujourd'hui, c'est un vrai outil de logistique. Donc là, on voit sur la première slide un vélo cargo. Donc, ce sont du matériel c'est du matériel professionnel. C'est pas des vélos classiques. Tout est surdimensionné. Tout est fait pour pouvoir porter des charges comme ce vélo jusqu'à 80 kg de charge utile. Le vélo qu'on voit ici, c'est vraiment notre outil principal chez nous à Agile-en-Ville. Zéro carbone, bien sûr, zéro émission, des vélos à assistance électrique, parce que quand on va monter à Notre-Dame-de-la-Garde, il vaut mieux avoir une aide électrique. Et puis, on a Adama qui est dessus, qui est chez nous depuis 3 ans. On recrute que des personnes en CDI à temps plein. Donc, quitter l'image Uber pour la livraison, on parle vraiment de vrais métiers et de vrais professionnels. Donc, quand on va aller sur la deuxième slide, merci Georgia, on va... Allô, slide 2. Bon. OK. Eh bien, ce sera sur la slide. Voilà. Donc, l'avantage du vélo cargo, là, c'est un deuxième, un peu plus gros, un peu plus grand, c'est que ça permet de livrer vite et bien. Hein, une étude qui avait été faite, vraiment très documentée à Londres, avait démontré qu'en centre-ville, le vélo cargo livre 60% plus vite qu'une camionnette. Donc, le vélo cargo, c'est plus efficace. Hein, on ne se dit pas, tiens, c'est léger, ils vont y aller par petites touches, ça va être sympa, ça va juste être bobo écolo. C'est vraiment un outil très performant en centre-ville. Donc, on livre vite parce qu'on ne perd pas de temps à se garer, on cherche pas, on prend le chemin le plus court. Et puis, on livre bien, et on a une précision horaire qui est inégalable. On est beaucoup plus précis, on va livrer au quart d'heure près nos clients, ce que ne peut pas faire une voiture qui est trop dépendante de la congestion urbaine. Donc, sur la troisième slide, on voit qu'on peut livrer partout. Là, c'est une photo qui a été prise dans le panier. Le panier, vous n'y rentrez pas avec une voiture. Hein, vous avez des plots qui montent. Donc, on peut vraiment livrer dans des petites rues, dans des endroits, des zones piétonnes, des zones peu accessibles aux véhicules. Et ça tombe bien parce qu'en centre-ville, c'est là où il y a le plus d'habitants, il y a le plus de besoins, mais c'est là où c'est le plus compliqué d'accéder. Quatrième photo. Je vous mets plein de photos, hein, nos beaux livreurs. C'est surtout un outil qui nous permet de nous affranchir de la congestion. Donc là, on voit un de nos livreurs qui prend non pas un sens interdit, un petit panneau fléché. D'accord ? Là, on a droit à vélo. Donc effectivement, on va pouvoir passer partout facilement. Et donc, que ce soit une heure de pointe ou pas, nos vélos ont le même rythme horaire, donc circulent à la même vitesse toute la journée durant. Et ça, c'est vraiment un atout très important. En slide suivante, on voit qu'on peut emporter du volumineux et du pondéreux. Là, par exemple, on voit un vélo cargo. À l'avant, on a 4 caisses. À l'avant, on peut mettre 80 kg. Et puis à l'arrière, on peut mettre des remorques. Certaines remorques vont jusqu'à 300 kg d'emport. Bon, là, on ne monte plus à Notre-Dame-de-la-Garde. Mais là, typiquement, on voit une bicilift. Donc, c'est des matériels qui ont été développés par des sociétés françaises. Vélo cargo, c'est un vélo français également. Et puis, on peut emporter des palettes. On peut prendre la palette, l'amener et reposer la palette chez le professionnel. Donc, c'est vraiment en concurrence directe avec des camions et des camionnettes. Donc, on peut continuer, voilà. C'est un outil qui permet aussi de respecter la chaîne du froid. C'est une question qui est souvent posée. On a du mal à l'imaginer. Eh bien, on arrive à avoir du produit qui sort de la chambre froide et qui va arriver directement au pied du frigo du client. On va livrer, par exemple, une cuisine centrale au cœur de Marseille, Nursit, qui alimente 24 micro-crèches. Donc, vous imaginez que quand on va livrer des plats, des repas pour bébés, on est très exigeant. Contrôle de température au départ, contrôle de température à l'arrivée. Donc, on a vraiment des chaînes de froid qui sont hyper pointues. Donc, c'est des métiers qui ne sont pas juste à la marge, c'est vraiment des métiers qui sont capables de travailler de manière hyper professionnelle. Et tout ça en vélo. Voilà. Donc, l'image suivante. Bon, là, on peut parler de reverse logistique. L'avantage aussi de circuler en centre-ville, c'est qu'on peut aussi avoir des véhicules qui, quand ils sont à vide, vont pouvoir recharger, repasser, par exemple ici, chez les commerçants, pour
pouvoir récupérer, remassifier les recyclats, les déchets ou d'autres des gisements, comme quand même dire Maxime. Et puis on va reconcentrer ça, mais il en parlera beaucoup mieux que moi. Ensuite, dernier point, c'est démultiplier. Donc la force de la cyclo-logistique, c'est un camion arrive, il dépose sa marchandise dans un de nos entrepôts logistiques urbains. Donc on a des espaces où on va pouvoir accueillir un camion qui vient, qui dépose ses 10 palettes. Et puis là, on va pouvoir éclater et livrer au même moment une multitude de clients avec une multitude de vélos qui vont pouvoir sillonner le centre-ville avec précision sans encombrer la circulation. Donc ça, c'est un des atouts de la cyclo-logistique, une de nos forces. Voilà. Donc, juste, j'espère que ces images vous ont un petit peu sorti, pour ceux qui voyaient toujours ce livret en sac à dos, vous fait changer de paradigme. Un tout petit peu de vocabulaire que je me permets de mettre là pour la suite des discussions. Alors, on voit là sur l'image la ZFE, donc la zone à faible émission, donc qui est active à Marseille, qui effectivement empêche les véhicules qui sont critères 5 de circuler en ville. Et puis petit à petit, ça va se resserrer de plus en plus, 4, 3, 2. Donc, on va de moins en moins pouvoir circuler en ville avec des véhicules polluants. C'est une très bonne chose, on est très heureux. Et donc là, on a profité pour faire un petit mapping où on voit les vélos à l'intérieur, les camions à l'extérieur. Ça, c'est notre rêve, d'avoir une logistique urbaine. Et puis, on a mis des petits macarons qui représentent nos dépôts ou nos entrepôts. On en a 2 en centre-ville et puis un peu en périphérie qu'on trouve là, voilà, en bas à droite, juste en limite de ZFE. Ça, ce sont des espaces logistiques urbains. Ce sont des endroits où on va pouvoir croiser des camions qui arrivent et qui requittent la ville et ensuite de là repartir et faire des livraisons douces et décarbonées en centre-ville. C'est ce qu'on appelle également le cross-docking. Cross-docking, c'est on va se croiser sur une plateforme. Donc ça, c'est en centre-ville. On va avoir des espaces plus réduits. 50 mètres carrés suffisent pour pouvoir amener de la marchandise, 4, 5, 6 palettes, et ensuite aller la livrer. Donc, et puis, massification, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Ce n'est pas le dernier kilomètre, la massification, c'est le contraire. C'est le premier kilomètre où on va aller chercher une multitude de points. On va regrouper pour charger tout ça dans un camion et sortir de la ville directement. Voilà. Merci Stéphane. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est vraiment un système vertueux, parce que vous me disiez, votre but, c'est pas de supprimer totalement les camions, c'est vraiment de venir en complément. Et même les conducteurs de camions sont satisfaits, puisque ça leur évite de circuler dans les petites rues où c'est compliqué, où ils gênent. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne et qui d'ailleurs intéresse les grands groupes. Je me tourne maintenant vers Hervé Pernaut. Donc, Veolia applique aussi la cyclo-logistique, vous y êtes mis. Comment est-ce que vous œuvrez en termes de cyclo-logistique ? Alors déjà, tout d'abord, je voulais remercier Gomet de m'avoir invité pour représenter Veolia à l'occasion de cette table, cet échange. Et puis effectivement très satisfait parce qu'être avec des acteurs de la cyclo qui commencent à avoir une renommée et un savoir-faire tels que Agile en Ville, Synchronicity et partenaires financiers Colliactive, je pense que c'est une très bonne chose et particulièrement content. Je suis d'autant plus content que, en fait, pourquoi un groupe comme le nôtre s'intéresse à ce sujet-là, plusieurs raisons. Alors je vais essayer d'être concis parce que j'ai le chrono qui tourne et j'ai tendance à parler beaucoup, donc je vais me concentrer sur le chrono. La première raison, c'est on est en train de parler d'aujourd'hui et de demain. Ce qu'on faisait jusqu'à présent, demain on va le faire un peu moins et on va le faire encore moins après-demain. En revanche, il y a une certitude, c'est que Veolia est un groupe à mission. On est acteur de la transition écologique, transformation écologique. Et dans transformation écologique, il y a la dimension amélioration ou maintien du niveau, voire amélioration du cadre de vie. Aujourd'hui, dans le cadre de vie, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, en dehors de toute dimension qui est l'hygiène et la salubrité publique, c'est-à-dire collecter les déchets. On a une part de contribution qui est non neutre sur le cadre de vie. Et dans le cadre de vie, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a non seulement la pollution visuelle, un camion, ça peut avoir un impact visuel.
Un camion de collecte de déchets, ça peut avoir un impact visuel. Ça a de facto un impact sonore, ça fait du bruit. C'est aussi un élément congestionnant. Et donc, de fait, ça génère en fait une nuisance en termes de confort de vie, en plus de toute dimension, qui est une dimension sanitaire, par les émissions de poussière, d'émissions CO2. Puis le dernier point, finalement, c'est les 5 piliers que je viens d'évoquer indirectement de la mission du groupe. C'est aussi également contribuer à la notion de consommation de l'énergie fossile. Et donc, ça, c'est le cadre. L'autre élément qui est majeur, c'est qu'aujourd'hui, du déchet, c'est une utopie de considérer que le déchet, on va en plus en produire, sauf à imaginer qu'on va vivre tout nu avec une feuille de vigne en guise d'habit, mais on va continuer à produire du déchet. Et donc, peut-être moins, sans doute différemment. Tout le sujet, c'est on produit des déchets en milieu urbain, donc il va falloir collecter ces déchets. Comme on a des contraintes de plus en plus exigeantes, telles qu'on l'a évoqué, la problématique, enfin le sujet réglementaire de la ZFE, le sujet de l'attente de tout un chacun à vivre dans un cadre mieux, il faut qu'on trouve des solutions complémentaires qui permettent d'assurer ce service de collecte de déchets ménagers et assimilés. Et dans les milieux urbains, travailler sur la cyclo-décarbonée, c'est un axe, c'est l'axe de demain. Ça, c'est vraiment pourquoi un groupe tel que le nôtre est intéressé par rapport à cela. Après, il y a d'autres motivations qui sont aussi des motivations d'ordre humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un groupe tel que le nôtre, on est une grosse structure et on se doit d'accompagner, on se doit d'être partenaire avec tout un ensemble d'acteurs qui débordent d'énergie et qui ont une capacité à proposer des solutions complémentaires aux autres. Non pas concurrentes, mais plutôt concurrentes, c'est-à-dire complémentaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est arrivé à une certaine taille, on a une nécessité d'agilité et s'associer avec des structures peut-être de taille plus petite, ont une agilité, ces structures-là apportent une agilité qui fait que quelque part, on va avoir et on va pouvoir maintenir la totalité de la prestation ou du service qu'on assure aujourd'hui dans des conditions qui seront sans doute plus strictes d'un point de vue légal, réglementaire et d'exigence de la population que nous ne les connaissons aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs ambitions. Un, c'est contribuer à la transformation écologique, maintenir le niveau de vie. Deux, être en capacité de proposer toujours un service de qualité de collecte de déchets ménagers et assimilés. Et puis trois, d'avoir une forme d'agilité. Et un dernier point, donc le quatrième point qui est majeur, on travaille effectivement énormément avec Synchronicity ici, mais on travaille avec d'autres structures par ailleurs aussi. On reste aussi convaincu que, comme on sait que le déchet, il va continuer à être produit, peut-être en quantité moindre, mais on va toujours produire des déchets. Et en fait, notre ambition, c'est de transformer le déchet en ressource, en matière. Et donc, pour avoir une ressource, une matière, encore une fois, et je passerai le flambeau peut-être à Maxime après, c'est si on puisse, en plus de cela, on est capable de développer un service qui nous permette de favoriser le geste de tri et donc de fait d'assurer un service de gestion de déchets qui, puisé, nous apporte une matière de qualité, là on fait banco. C'est-à-dire que grosso modo, on répond à un intérêt collectif qui est partagé. Merci Hervé, effectivement, vous avez fait la transition avec Synchronicity. Donc là, ce qu'on entend, c'est que c'est un message qui est quand même adressé aux collectivités pour accélérer sur ce sujet de la cyclo-logistique. Donc Maxime, c'est votre sujet à Synchronicity. Quelles actions est-ce que vous menez et quel est votre message justement pour les pouvoirs publics? Alors oui, effectivement, merci pour l'invitation. Passer après deux experts, finalement, il me résume. La cyclo-logistique est pour moi effectivement l'outil le plus performant pour réussir à livrer ou à collecter ce qu'on appelle maintenant le dernier mètre, d'ailleurs plus que le dernier kilomètre. Et puis évidemment les déchets que j'appelle souvent ressources ou gisements qui, une fois qu'ils sont triés correctement, permettent de les valoriser selon leur vraie valeur et non pas les considérer cachés dans un coin. Je vais du coup peut-être sortir de ma zone de confort et extrapoler un peu le sujet de cette question de logistique. Comme le disait très bien Stéphane, on n'est pas là, nous, pour remplacer les camions, les camionnettes, etc. C'est ce qu'on appelle
l'efficience et la frugalité. On en parlait ce matin au niveau de la mairie. Finalement, quel est le bon moyen à utiliser au bon moment? Moi, j'ai rien contre un mec qui doit venir avec son SUV parce qu'il vient de loin. J'ai rien contre quelqu'un qui est en vélo. J'ai rien contre un piéton. J'ai rien contre... Tout ça, ce sont des choses qui arrivent. Je suis moi-même multimodal dans mes utilisations. Donc, la frugalité, c'est le bon système au bon moment. Et puis ensuite, c'est l'efficience. C'est-à-dire comment utiliser le meilleur aspect de l'outil pour faire la chose qui nous est donnée. Une fois qu'on a dit ça, quelques chiffres, parce que du coup, on est aussi sur ce côté, ce qu'on appelle l'ACCV, analyse complète du cycle de vie, c'est-à-dire il faut vraiment voir l'ensemble du système parcourir. Je prends l'exemple, est-ce qu'on va résoudre le problème de la logistique décarbonée en faisant le dernier kilomètre à vélo? Agile en ville le dit très bien, finalement la couleur de notre transport, il est parce qu'on transporte. Si j'ai une chaussure de Zalando, deux chaussures de Zalando, un 38, un 39, qui parcourt la moitié de la France en camion, qui arrive et qui est livré en vélo sur le dernier kilomètre, 39% des choses qu'on a commandées sur Internet repartent. Peut-être les deux paires, parce que finalement, ce n'était pas la bonne couleur. Et donc, est-ce qu'on a un gain? Est-ce que, du coup, notre logistique est décarbonée? Non. Moi, je préfère ce qu'on pourrait expérimenter avec les commerçants de secteur, petits ou plus gros. Je vois Marie des Terrasses du Port qui est là. Pourquoi les boutiques des Terrasses du Port ne sont finalement pas cet entrepôt physique de proximité où les clients peuvent venir choisir la bonne couleur, ou s'ils connaissent la bonne couleur, finalement être livrés, même des deux paires, et repartir immédiatement. Et finalement, là, on a une logistique qui est complètement efficiente, et on a ce qu'on appelle ce côté approche territoriale, cette vie de quartier. Les déchets, pour moi, ne sont qu'un moyen de mettre en œuvre des logistiques efficientes. Il y a tellement d'économies qu'on peut réaliser sur la partie de déchets que ça nous permet d'avoir des outils de cycle logistique qui vont se multiplier et qui vont permettre le matin, de 10h à midi, de venir collecter les déchets. Avant ça, d'avoir été livré les volailles d'Evelyne Courbourse sur les restaurants, ou même en retour les carcasses de volailles pour alimenter les restaurants solidaires comme le République. Et donc finalement, c'est ce maillage d'ultra-proximité qui est intéressant. C'est comment est-ce qu'on peut améliorer la résilience de nos quartiers en prenant la cyclo-logistique comme l'outil pour faire. Le dernier point, et après je passe la parole à Amérique, on a des limites industrielles en fait. Actuellement en France, il y a 200 000 plaques uniques, donc des camions, 200 000, qui pénètrent dans nos ZFE. Notre capacité industrielle de production de tracteurs aux normes ZFE, c'est 25 000. En Europe, il y en a 200 000. En France, donc industriellement, on n'est pas du tout capable de pouvoir remplacer l'ensemble des camions thermiques par des camions électriques. C'est pareil sur les camionnettes et c'est pareil sur plein d'autres systèmes. Donc il faut vraiment repenser notre mode et puis repartir de cette frugalité dans les limites de ce qu'on peut faire. Merci Maxime. Oui, effectivement, ce qui ressort de votre intervention, c'est que la cyclo-logistique, finalement, c'est une histoire locale. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne au niveau local. Et donc maintenant, je me tourne vers Amaury Guinard. Donc vous êtes porteur de Colis Active, qui est un programme mis en place depuis quelques années maintenant, 3 ans, vous me disiez, et qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique, qui est installé dans plusieurs ZFE, et finalement, il est dans plusieurs grandes villes, mais pas à Marseille, alors que la ZFE vient de se mettre en place. Qu'est-ce qui bloque? Voilà, si en 2 mots, vous pouvez nous réexpliquer le principe et nous dire ce qui bloque à Marseille. Alors, avant de parler de ce qui bloque, je vais parler un peu plus de la société Sofub qui porte ce programme. Et donc, c'est une JV entre un acteur marseillais qui s'appelle Sonergia, qui officie depuis plus d'une dizaine d'années dans tout ce qui touche à l'économie d'énergie, notamment de bâtiments, notamment envers les plus précaires, pour essayer de lutter contre la précarité énergétique. Et c'est aussi une JV avec la FUB, que vous connaissez peut-être déjà. Enfin, j'espère que vous les connaissez déjà, en fait, parce que c'est la Fédération des usagers de la bicyclette. Il regroupe et fédère plus de 500 associations d'usagers de la bicyclette quotidien. C'est vraiment la voie du vélo aujourd'hui. Alors, ça n'est pas la seule, mais en tout cas, ça fait partie des plus écoutées. Moi, j'aime beaucoup le président Olivier Schneider, que je considère un peu comme le pape du vélo. Donc voilà, donc la FUB est l'actionnaire majoritaire de Sofub. Et donc Sofub porte le programme Colis Active et un autre programme qui s'appelle Génération Vélo, qui vise à accélérer le savoir rouler à vélo, dont lui-même a un objectif assez simple, qui est que plus aucun enfant ne rentre en 6e sans savoir faire du vélo.
Je m'éloigne un peu du sujet, mais la mobilité active, le vélo, ça se commence dès le début, et donc je voulais en parler un petit peu. Donc, pour revenir sur Colis Active, je voudrais d'abord revenir sur le côté ZFE, parce qu'on parle souvent des ZFE comme de quelque chose d'assez contraignant. Donc, alors, pour certaines activités, ça booste. La cyclo-logistique, typiquement, bénéficie des ZFE, parce qu'il y a des restrictions de circulation qui bénéficient à son émancipation, donc c'est super. En revanche, il y a beaucoup d'acteurs qui le vivent comme quelque chose de très contraignant. Et je me permets de rappeler quelque chose qui est assez évident, mais les zones à faible émission sont nées parce qu'il y a un problème de santé publique considérable. On parle souvent des 40 000 morts par an qui sont induits par la pollution de l'air. 40 000 morts, c'est monstrueux. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de morts liées à la pollution de l'air depuis le début du Covid que du Covid. Et le deuxième effet aussi, c'est qu'on parle tout le temps de ces 40 000 morts, mais jamais du million par an de maladies respiratoires chroniques chez les personnes souvent vulnérables. Donc voilà, ce problème de ZFE, c'est plutôt une opportunité pour la santé de tous. Et cette pollution, elle vient à plus de 50%, je crois que c'est 70% sur les 40 000 morts. Hein. On dit que 70% ou 66% viennent de la pollution liée à la circulation. Donc les voitures, les camionnettes, etc. Et il se trouve que dans ce flux de circulation-là, il y a une part qui est non négligeable, qui est la logistique. À Nantes, la semaine dernière, au congrès d'Interlude, la métropole disait, voilà, la logistique chez nous, c'est 20% des flux, 30% de la congestion urbaine, donc 30% des bouchons, 50% de la pollution. 50%. Donc, si on fait un petit calcul rapide, on était à 40 000 morts, on prend 66% de 40 000 morts, ça doit faire 30 et quelques, un truc comme ça, enfin, peu importe. Matheux peut-être, mais pas aujourd'hui. Et si on prend enfin bref, en fait, c'est un nombre considérable. Donc la logistique a un impact. Donc nous, on s'est dit, OK, il y a un appel à programme, il y a 3 ans, du ministère de la Transition écologique. Comment est-ce qu'on peut faire pour jouer sur cette congestion urbaine? Comment est-ce qu'on peut la baisser? Beaucoup ont dit, bah, tiens, on va mettre des camionnettes électriques. Comme ça, les camionnettes, elles émettront plus puisqu'elles seront électriques. Alors bon, déjà, on délocalise l'émission, puisqu'on sait que fabriquer un véhicule électrique, c'est pas si neutre que ça. Mais surtout, on ne règle pas le souci de la congestion. La camionnette, quand elle s'arrête dans la rue pour livrer, vous avez 15 voitures derrière, ou même 2 ou 3, qui, elles, roulent en thermique et donc continuent à polluer. Et donc, l'outil par excellence de décongestion urbaine, et là on y arrive, c'est la cyclo-logistique. Parce que tout le flux qui était géré par des camionnettes jusque-là, on va venir le prendre et hop, on va le mettre sur des vélos. Et là, hop, il y a une étude qui est sortie il y a 6 mois, Gustave Eiffel, notamment avec des Beschenker, donc qui travaillent que de la palette quasiment, qui dit, ah bah, il y a 67% des flux de marchandises à Paris, alors vous allez me dire, Marseille, c'est pas Paris, c'est vrai, mais quand même 67% qu'on peut faire en cyclo-logistique. Je ne sais pas s'il faut tous les adresser, parce qu'il faut prendre le plus efficient, mais globalement, ils ajoutent 67% qu'on peut adresser en cyclo-logistique de manière économiquement viable. Donc, on peut le faire. C'est un idéal qui n'est absolument pas inaccessible. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Humblement, il y a 3 ans, on est allé voir tous les cyclo-logisticiens de l'époque, ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui d'ailleurs, et on leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Tous, peut-être pas tous, parce qu'à Gilles-en-Ville, je ne crois pas que j'étais venu voir. Et donc, on leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Comment est-ce qu'on peut vous aider à accélérer votre activité et à émanciper un peu votre solution extraordinaire, qui est une vraie, moi j'aime bien dire que c'est une arme de décongestion massive. Parce que si on lutte contre la congestion, on lutte contre la pollution, donc voilà, je reprends la définition d'avant. Et donc Colis Active, c'est issu de cette concertation, et ils nous ont dit, nous, on a besoin de plus de flux de colis. Ils nous ont dit, on n'a pas spécialement besoin d'argent, on a besoin de plus de flux de colis. Et alors on s'est dit, ok, mais qui décide? Ce qu'on appelle les donneurs d'ordre. Donc les chargeurs, les transporteurs, les filiales de la Poste bien sûr, mais pas que, DHL, FedEx, TNT, et des tas de transporteurs, et les commissionnaires de transport. Et donc on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut les inciter? Et là on s'est dit, moi je venais de Sonergia à l'époque, maintenant je suis plus de l'autre côté. L'assistant Google qui n'est pas content, j'ai dû dire une bêtise. Et donc je disais, donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut les faire accélérer leur transition en fait, parce que globalement les donneurs d'ordre ils veulent déjà essayer de verdir leur dernier kilomètre, qui est la partie en fait de transport qui n'est pas la plus émettrice en termes
de CO2 en réalité. C'est plus quand même le transport longue distance. Mais en termes de pollution, clairement, c'est le plus émetteur. En tout cas, ce sont les émissions qui ont le plus d'impact sur la santé publique dans les ZFE et auprès des gens. Et donc, comment est-ce qu'on peut les aider ? On a mis en place un programme où on vérifie par analyse de données que les livraisons sont bien faites à vélo. Donc, on capte toute la donnée de tous les cycles logisticiens, enfin tous ceux qui participent au programme, et on vient leur verser une prime en fonction de la densité de la livraison. C'est-à-dire que plus ils vont livrer de points par heure, moins on a besoin de les aider, puisque plus ils ont déjà bien massifié, ils ont bien mutualisé leur flux, donc ils arrivent à être viables. Et on va, grâce à cette prime-là, venir les rendre plus compétitifs. Ils ont l'obligation de déduire la moitié de cette prime de la facture qu'ils transmettent à leur donneur d'ordre. Donc leur donneur d'ordre, ils n'ont plus le choix entre manger bio cher et manger thermique pas cher, entre guillemets, bien qu'en ce moment c'est un peu cher parce que c'est de plus en plus cher. Ils ont, globalement, c'est le même prix. C'est le même prix. De base, en fait, le dernier kilomètre est déjà au même prix. Mais c'est le même prix, même en intégrant la rupture de charge. C'est-à-dire que les camionnettes, aujourd'hui, elles partent d'entrepôts extra-urbains, elles viennent en ville et elles font leur tournée. Et les entrepôts sont de plus en plus loin, d'ailleurs. Mais alors que pour la cyclo-logistique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit on fait du cross-docking, soit on a un entrepôt de logistique urbain, mais en tout cas, même au cul du camion, parfois. Et donc, les camionnettes vont venir dans un entrepôt, et hop, on va pouvoir ventiler les tournées, les vélos vont venir. Mais en fait, cette partie-là a un coût, un surcoût, parce qu'il y a une manipulation de colis, on parle de toucher de colis supplémentaires, et donc c'est pour ça que nous, on vient amorcer la pompe. Parce que comme l'a dit très bien Stéphane tout à l'heure, la cyclo-logistique, c'est beaucoup plus efficace. Donc en fait, si vous donnez assez de colis à la cyclo-logistique, elle sera plus efficace. Et donc, elle sera moins chère. Et donc, elle va compenser les surcoûts liés à la rupture de charge. Mais pour ça, il faut amorcer la pompe. Et il faut amorcer la pompe en grand. Il ne faut pas se dire... je ne sais pas, Lyon, c'est 170 000 livraisons par jour. 170 000, Lyon. Marseille, on est beaucoup plus nombreux. Aix-Marseille, on est beaucoup plus nombreux. 5 000 par mois, c'est super. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va régler le problème de pollution. Il faut faire ça fois 50. Et donc, il faut avoir une politique publique forte. Nous, on est un petit bras armé de cette politique publique. Et on serait très heureux de l'utiliser à Marseille, d'ailleurs, ou à Aix. On est assez sollicité, d'ailleurs, par Tout en Vélo Aix cette semaine. On est là avec plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à solliciter soit les élus. Je ne sais pas s'il y a des élus ici, ou des personnes de la métropole ou de la mairie, mais en tout cas, n'hésitez pas à... Voilà, nous, on a envie d'embarquer encore 5 territoires jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que Marseille veut y être ? Est-ce que Aix veut y être ? Ce sera avec plaisir qu'on les accompagnera, en tout cas. Et je suis à leur disposition pour ça. Je voulais finir mon intervention sur une synthèse de ce que je trouve extraordinaire avec la cyclo-logistique, donc avec le programme qu'on promeut. Hein. Et ça reprend un peu tout ce qui a été dit. Donc, réduire les nuisances, ça, on l'a. Bon, les émissions, bien sûr. Sonores. Bah oui, quand quelqu'un klaxonne parce qu'il est coincé dans la rue, c'est pas très agréable. Le bruit des camionnettes non plus. L'amélioration du service de livraison, on l'a dit. Plus précis sur les créneaux, plus rapide. Moins de retour colis. Alors, je ne vais pas vous dire d'où vient ce chiffre-là, mais c'est un mastodonte du colis. Il m'a dit, Amaurik, quand je suis passé entre la camionnette, je suis désolé, je parle encore de Paris, mais ils étaient un peu... Voilà. Ils ont gagné 33% de retour colis. C'est-à-dire que votre livreur, il n'est pas stressé, il est bien garé, il ne se fait pas klaxonner. Donc, il a le temps de trouver le bon destinataire. Il va se balader dans l'immeuble pour trouver la personne à qui il doit donner son colis. Il ne va pas revenir parce qu'il est en retard ou parce qu'il est en train de se faire klaxonner ou qu'il y a une contractuelle qui passe à ce moment-là. Voilà, il y a tout ce jeu-là qui fait qu'en fait, être livreur en vélo, d'ailleurs, globalement, l'essayer, c'est l'adopter. Et on réfléchit à d'autres programmes justement pour pousser les acteurs traditionnels du thermique à se mettre à la cyclo, avec ce côté un peu essayez, faites une tournée en vélo cargo. Oh là là, on n'est pas coincé dans les bouchons. Oh là là, on ne se fait pas klaxonner. Ah non, c'est en termes de stress et de qualité de vie au travail, ok, il pleut, il faut être équipé. Parfois, il fait froid. À Marseille, peut-être moins. Bon. Ok, ça monte, mais en fait, il y a des batteries, donc il y a des batteries électriques. Je vais peut-être vous apprendre un mot aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un swapper ? Un swapper, c'est quelqu'un qui, quand il n'y a plus de batterie, il vient alimenter en batterie ses petits camarades. Ou alors, il peut avoir une autre fonction, le swapper.
quand il y en a un qui est en avance sur ses tournées, il va récupérer le sac d'un autre qui est en retard. Vous voyez, c'est le fait de swapper et d'échanger. Et donc ça permet, même dans des milieux un peu vallonnés comme Marseille, de continuer à... Et voilà, Agile en Ville le fait très bien depuis toujours, depuis quelques années en tout cas. Autre élément assez intéressant, mais ça c'est plus avec lié au programme, c'est que nous on cartographie les flux et on cartographie les densités de livraison. Donc si demain on a envie de faire évoluer une infrastructure cyclable pour qu'elle prenne en compte la coactivité entre les usagers du quotidien, les déplacements qu'on dit pendulaires, ceux qui vont tous les jours travailler en vélo, et les mecs qui ont des vélos cargo, ou pire, enfin pas pire, mais parfois des triporteurs. Et les triporteurs, parfois, ils font un bon mètre 20 de large. Hein, donc voilà. Donc, le fait que nous, on arrive à cartographier tout ça, ça peut aider les services publics, les services de la ville. Après, ça dépend des compétences, mais là, c'est plutôt de la métropole. En tout cas, d'anticiper sur la partie voirie les problématiques de coactivité. Les problématiques aussi de stationnement. C'est bien de créer du stationnement devant les lieux de livraison habituels, comme on le fait déjà pour les camionnettes depuis toujours. Bon, après, pour Marseille, nous, dans la suite du programme, on labellise. Donc, on permet à Marseille de dire qu'il est engagé pour une livraison verte, si jamais il rentre dans le programme. Hein, c'est un clin d'œil comme ça. Et bon, je pense que globalement, toutes les actions qui sont faites en faveur de la cyclo-logistique sont bonnes. Et pour la vie locale, on l'a dit, puisqu'en fait, vous améliorez la pollution, ou toutes les pollutions, que ce soit visuelles ou autres, c'est extraordinaire. Mais c'est bon aussi en termes d'insertion. C'est des jobs. Alors là, on pense tout de suite, je ne vais pas dire le nom des plateformes de vente de repas par correspondance, mais on pense tout de suite à ceux qui sont d'ailleurs souvent en scooter plutôt que d'être en vélo. Hein, on le remarque surtout à Marseille, hein, j'ai vu. Mais tous les autres, c'est un tremplin extraordinaire. Et même ceux qui ne restent que 6 mois ou 1 an, eh ben, c'est pas grave. C'est une bouffée d'oxygène. En attendant de trouver un autre emploi, on cotise pour des formations, donc on a accès à des formations qui nous permettent de faire autre chose. Et je pense que globalement, il y a un truc qui manque énormément à la cyclo-logistique, et moi je compte énormément mettre de l'énergie là-dessus, c'est professionnaliser tout ça. On a besoin de formations reconnues, transverses. Je suis désolé, je suis très long. Et voilà. Et je n'ai pas parlé de mutualisation, mais je pense que ça a été déjà un peu entendu. La mutualisation, c'est vraiment très important. Mutualisation des flux, meilleur moyen de supprimer des véhicules. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je n'avais pas de vidéo qui normalement présente en 2 minutes ce que je vous ai dit là en un quart d'heure. Mais bon, j'ai été boycotté sur ce truc. Non, c'est malheureusement les limites de la technique, mais en tout cas, c'était très clair et je pense que le message est passé. Il nous reste très précisément un peu moins de 7 minutes pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais je sais que vous étiez désireux d'échanger avec la salle, donc s'il y a des questions, peut-être, je ne vois pas trop, mais non, il n'y a pas vraiment de questions, j'ai l'impression. Ah, madame a une question. Voilà, donc il nous reste vraiment 6 minutes 30, donc si vous pouvez faire des réponses assez rapides, je vous laisse répondre comme vous voulez. Bon, bonjour, enchantée, donc Circe Debrix, moi je travaille dans le développement territorial. Donc justement, vous en parliez un petit peu. J'avoue que votre dernier témoignage sur la fin m'a un petit peu rassurée parce que, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un côté de précarisation de l'emploi, mais c'est vraiment quelque chose auquel on pense un petit peu dans ces temps difficiles. Et c'est vrai que rassurez-moi encore sur le fait que vous y réfléchissez, au-delà du bien-être des salariés, mais à la question plus globale de l'emploi, justement, bien-être et emploi, de question plus globale. Et justement, vous disiez, il y a aussi l'autre sujet des livraisons. Là, je rejoins un peu plus Synchronicity, donc c'est personnel, hein, mais sur le côté développement local, en fait, valorisation du local. Et pour le coup, si je peux apporter mon complément, je serais plus pour dire qu'il s'agirait alors à ce moment-là de travailler avec les services publics pour répondre à la question du besoin de retisser du lien au local, et de travailler plus qu'en complémentarité, mais alors à ce moment-là, on ne va pas dire co-construction, parce qu'il y aura des décideurs, on l'a dit, on le sait, mais en tout cas en concertation, de façon plus transversale. Je peux nous le souhaiter à tous, parce que je pense que c'est quand même un sujet de société, et
voilà, le côté étudiant-job, ok, mais c'est vrai qu'on a envie d'être épanoui de manière générale et un peu plus en lien avec les réalités du terrain. Voilà, merci. Merci pour cette question. Juste, voilà, il nous reste quelques minutes. Juste pour vous donner une idée, on a, et quand Michael Mahut, qui est là, donc, a créé Agile en Ville, il s'est mis en contre-pied total avec l'ubérisation actuelle. Bon, on a la chance, aujourd'hui, on a 60 salariés, donc Marseille, on est d'abord marseillais, hein, Marseille, Lyon, Nice, on a pu se développer partout. On n'a pris que des salariés en CDI, temps plein, pour que les gens aient un vrai métier. Donc là, on a un peu plus de 3 ans d'activité, on a des salariés qui sont là depuis 3 ans, et 50% des salariés qu'on a sur Marseille viennent des quartiers prioritaires de la ville, hein, première chose. Donc on a de l'emploi qui est local, avec des gars qui n'ont pas le permis de conduire, qui viennent chez nous. Ils sont bac-5, ils ont zéro qualification. On les forme, on les suit, ils peuvent prendre des responsabilités chez nous de capitanat, etc. La moitié aussi des salariés qu'on a sur Marseille viennent par des associations d'insertion, Acta Vista, etc. Donc c'est vraiment... et après, ils viennent, ils se structurent, ils peuvent prendre un appart, ils créent une famille, etc. Puis au bout d'1 an, de 2 ans, ça y est, ils sont assis, ils sont installés, ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire, et on est ravis de les voir monter une entreprise de ceci, créer un magasin de cela. Ils deviennent eux-mêmes entrepreneurs de leur vie, mais ça leur permet vraiment d'ancrer leur vie dans Marseille. C'est des métiers locaux, ils font travailler des gars de nos quartiers, et qui leur offrent une stabilité. Donc ce n'est pas des métiers, on est très loin de l'image précarité qu'on a autour de la livraison à vélo. Je vous remercie. Je suis vraiment désolée, on me fait signe en régie qu'il va falloir couper pour laisser la place à la deuxième table ronde. 3 minutes, alors réponse très rapide, vraiment réponse assez succincte. Et après, de toute façon, vous avez l'espace forum où vous pouvez interagir tous ensemble. Mais Maxime, Ouais, sur la partie emploi, on parle de cycle logistique, mais en fait, il y a plein d'emplois qui sont autour. Qui répare ses vélos, qui prépare les commandes. Et puis, une fois qu'on a compris qu'il y avait toutes les externalités positives, finalement, on fait bosser aussi les commerces de proximité, on fait aussi bosser ce qu'on appelle le locavore. Donc, il y a effectivement ce rapport de proximité qui est important et la multitude d'emplois qui peuvent être générés là-dessus. L'autre point, je pense, qui est important, c'est une fois qu'on a montré qu'il y a des modèles économiques et que ces modèles-là existent et qu'il nous faut des véloroutes et non plus des pistes cyclables pour pouvoir faire, toute l'infrastructure qui va être mise en place pour les professionnels, parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à aider les modèles économiques que finalement le citoyen, et bien tant mieux. Une fois qu'on a le modèle et qu'on a une véloroute, cette véloroute, on va la partager avec l'ensemble des acteurs qui ont besoin de pistes cyclables sécurisées, qui ont besoin d'arceaux, qui ont besoin de tout ça, et qui sont finalement payés par l'efficience d'usage. On a remplacé un camion par un vélo. Il y a un truc qui est incroyable dans l'environnement, et à chaque fois ça se vérifie. Plus vous faites d'environnement, moins ça vous coûte cher, plus vous créez d'emplois. À chaque fois ça se vérifie. Donc il faut arrêter de penser que l'environnement est un truc qui coûte cher. C'est faux. L'environnement bien géré est quelque chose qui rapporte qui coûte moins cher et qui permet d'aller chercher, du coup, de compenser le prix du camion par des prix des emplois ancrés et inclusifs. Merci Maxime. Et malheureusement, on va devoir couper court à cette discussion, que vous pouvez continuer dans l'espace forum. Je crois qu'il reste un peu de café, donc ça tombe bien. Et je vous remercie tous les 4 pour vos interventions très intéressantes. Moi, je voulais... Pardon. Là, je me suis tué parce que c'est le grand qui écoute des détails. Je voulais juste un seul commentaire qui est particulièrement positif. C'est que pourquoi un grand groupe s'intéresse à la cyclo-décarbonée, il n'y a pas que le principe du cyclo-décarboné, c'est toute l'économie qui est en train d'être générée autour, et une économie qui est autoportante. C'est-à-dire que c'est une économie d'entrepreneurs qui arrivent à faire tourner des boutiques sans forcément être soutenus par des aides diverses et variées. Et ça, je tiens à le souligner. C'est-à-dire qu'en fait, on va demain pouvoir s'appuyer sur un modèle qui va fonctionner parce qu'il va y avoir l'autonomie de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important, très important. Merci Hervé. Et écoutez, on peut couper cette table ronde ici. Et rendez-vous à tous dans l'espace forum. Merci beaucoup. Merci bien.